Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver sur la RTS. Bienvenue dans le Club des Sports avec le panel d'experts. Bonsoir Aruna Dem. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Elas Thierno Dramé. Bonsoir Ibrahima, bonsoir vous à tous. Vous êtes devenu un piston ce soir dans l'émission. Vous êtes passé de gauche à droite. Ouais, polyvalent, comme l'aime Aliou Cissé. Pabala Sandiaye, bonsoir. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir. Très belle tenue hein, ce soir. Merci pour une fois que tu as belle chemise. Pour une fois. C'est une première ça. Ce soir, on va parler du système de jeu des Lions du Sénégal qui viennent de disputer 2 matchs en éliminatoire de la Coupe du Monde. Un match nul à Diamniadio face à la RDC, un but partout et puis une victoire à Nouakchott devant la Mauritanie, 1-0. Et à l'issue de ces 2 matchs, le système de jeu des Lions a fait beaucoup parler, beaucoup ont réagi. Et la réaction qui reste dans les annales, on va le dire comme ça, la réaction qui a fait grand bruit, c'est celle de Sadio Mané, la star de cette équipe du Sénégal. Et on en profite pour discuter de ce système de jeu concocté par Aliou Cissé depuis quelques temps. Aruna, d'abord sur la sortie de Mané, après le nul face à la RDC, disant que ce système-là ne marche pas. On a essayé beaucoup de systèmes, mais il va falloir tout revoir. Votre point de vue sur cette sortie de Mané devant les confrères? Mais il fait partie des leaders de cette équipe-là. Je pense qu'à un moment donné, il faut que ces joueurs qui sont là depuis longtemps, ce qu'on appelle les cadres du groupe, puissent aussi prendre la parole. Certes, il aurait été d'un meilleur ton qu'ils le disent en interne dans les vestiaires et que ça reste entre eux. Et peut-être qu'il l'a fait et que Aliou Cissé n'en a pas tenu compte et qu'il a jugé qu'il fallait peut-être le dire publiquement pour peut-être mettre un peu plus de pression sur le sélectionneur. Parce que ce n'est pas seulement ceux qui sont à l'extérieur du groupe qui ne sont pas dans le secret des vestiaires, qui se rendent compte que les joueurs ont du mal à s'adapter à ce système-là. Il y a une grosse difficulté de voir le Sénégal produire du jeu, de voir le Sénégal avoir une certaine assise défensive, parce qu'on avait quand même une équipe assez imprenable, en quelque sorte, si on peut dire, avec notre défense à 4. Mais aujourd'hui, tel n'est plus le cas. La défense du Sénégal est très exposée. Chaque match, on concède énormément d'occasions de but. Certes, on ne prend pas beaucoup de buts. Mais ce n'est pas parce qu'on n'en concède pas. Or, par le passé, c'était justement ça qui faisait la force des adversaires qui venaient en tout cas au Sénégal, en déplacement à Dakar, avaient du mal à exister offensivement. Mais tel n'est plus le cas. Aujourd'hui, on voit que le Congo nous a largement mis en difficulté. Ils auraient facilement pu gagner ce match. Moi, je pense même que c'est le Sénégal qui doit se réjouir d'avoir pris un point. C'est un match qu'on aurait logiquement dû perdre. On a été très chanceux d'avoir réussi à garder ce point du nul-là en fin de match, parce que sur les 2 dernières minutes, surtout après l'égalisation de cette équipe du Congo-là, s'ils n'avaient pas été trop maladroits, s'ils n'avaient pas en quelque sorte mal joué les coups sur les comptes qu'ils ont eu, ils auraient pu mettre 1 ou voire même 2 buts. Que Sadio Mané le dise publiquement, peut-être c'est là où il y a mal donné quelque part, mais je pense qu'il est assez expérimenté, assez averti par rapport à l'environnement et à l'organisation de cette équipe-là pour avoir choisi de le dire de la sorte. D'autant plus que personne ne lui a demandé de le dire. Ouais. C'est ça qui est assez... Il l'a même dit aux confrères en zone mixte. Voilà, c'est lui qui... Moi, j'étais là quand il le disait. C'est lui qui prend la décision ou la responsabilité d'évoquer ce sujet-là et de dire « je vais en parler en quelque sorte ». Il faut crever l'abcès quelque part. Et ça renseigne peut-être s'il y a quelque chose qui a été dit à l'intérieur depuis des semaines, depuis des mois, ça n'a pas été bien pris en compte par le sélectionneur et qu'il estime que c'est dans son rôle en tant que capitaine, c'est dans son rôle en tant qu'ancien dans ce groupe-là de devoir poser le débat sur la place publique pour que peut-être des solutions puissent être apportées. Là, Thierno Dramé, comme l'a dit Aruna Dem, certains ont critiqué la forme. Mais sur le fond, Sadio Mané n'a-t-il pas raison? Oui, c'est vrai qu'on a critiqué, certains ont critiqué la forme parce qu'effectivement, on a l'habitude de dire, voilà, le vestiaire a ses réalités, il doit y avoir certains secrets, etc., qui ne doivent pas sortir sur la place publique. Mais après, d'abord, il faut se poser la question, est-ce que réellement tout ce qui se dit dans le vestiaire doit rester dans le vestiaire? Peut-être vous me direz oui, mais il y a certaines choses quand même, parce que pour moi, c'est symptomatique peut-être d'une mini-crise entre l'entraîneur et certains cadres. Parce que Sadio prend l'initiative d'en parler, de dire, vous ne me posez pas la question, mais je vais quand même le dire. Ça veut dire que Ça veut dire que, quelque part, forcément, les gens en ont parlé.
Et moi, je mets dans le lot des 4, je mets un Ismaël Assar, qui est une arme offensive. Dans le monde entier, vous le faites jouer 30 matchs, il joue en tant qu'attaquant ou en tant qu'excentré, capable de créer des occasions, de marquer, etc. Mais vous ne le faites pas jouer latéral. Parce qu'on a refusé de prendre des latéraux. Et ça, c'est un problème. Ouais. En faisant ça, on se prive d'une arme offensive. Ouais. Parce qu'Ismaël, il est capable de marquer, il peut rater, mais il est capable de marquer, il est capable de provoquer des pénaltys, il est capable de plein de choses. Donc, si Sadio, on en parle avec certains cadres, et je rappelle ce qui est important aussi, pas seulement le fait qu'il l'ait dit, mais le fait qu'il n'ait pas joué ces matchs-là. Il le dit à un moment où il n'est pas sur le terrain. Donc, il a le recul pour observer, avoir une autre lecture que la lecture qu'il peut avoir en étant sur le terrain. Parce qu'un joueur, en général, quand il joue sur le terrain et qu'il y a match nul ou le match n'a pas été bon, il fait une certaine autocritique. Quelque part, il dit « j'ai pas été bon » ou « nous n'avons pas été bons ». Mais là, il est en tribune. Il a eu le temps de regarder, d'avoir le recul pour se dire bah, en fin de compte, effectivement, ce système ne nous sied pas. Et donc, il prend l'initiative d'en parler. Et je trouve que c'est bien parce que ce débat, on l'a suffisamment eu. Mais après, c'est des débats de journalistes, comme les gens disent. Ouais, c'est des débats de plateau, c'est des débats de journalistes. Des gens qui n'aiment pas Aliou Cissé. Mais je suis désolé, est-ce que Sadio Mané n'aime pas Aliou Cissé? Non, mais les gens parlent d'Aliou Cissé parce qu'il est à la tête de l'équipe nationale. S'il n'est plus à la tête de l'équipe nationale, on ne parlera pas de lui. Effectivement. L'équipe nationale est un patrimoine commun à tous les Sénégalais. Ben oui, et c'est ce que je dis ça parce que ça donne finalement de la légitimité à tous ces gens qui se posent la question de la nécessité d'avoir ce système-là. Donc moi, dans le fond, dans la forme, moi je trouve qu'il fallait poser le débat. Et les gens les mieux à même de poser ce débat, ce sont justement ceux qui sont censés donner vie à ce système-là. Et aujourd'hui, dès l'instant qu'un Sadio Mané, pour tout ce qu'il représente au sein de cette équipe, pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il continue de représenter, parce que même son absence s'est vue sur le terrain, s'il pose ce débat-là sur la place publique, c'est que ce débat mérite d'être posé. Et ce n'est pas la première fois que Sadio Mané parle du système de jeu des Lions. Je crois qu'il y a eu un match à Thiès, à l'issue duquel il avait fait une sortie de ce genre. Pape Alassane, est-ce que cette fois-ci aussi, vous partagez l'avis de la star des Lions sur le système de jeu mis en place par Aliou Cissé? Moi, ni sur la forme, ni sur le fond, je suis d'accord avec Sadio Mané. Je vais commencer par le fond. On parle de système en 3 défenseurs centraux et avec, on va dire, 5 milieux de terrain et 2 attaquants. Mais s'il n'avait pas joué avec 3 défenseurs centraux, comment il allait jouer? Il n'y a pas de latéraux de formation dans ce groupe appelé. La faute à qui? Ben, la faute aux suspendus et aux blessés, ce n'est pas la faute à Aliou Cissé, je suis désolé. Non, avec tous les joueurs que le Sénégal a à l'étranger, et ici au plan local, il n'y a pas 1 ou 2 latéraux qui peuvent venir en sélection? En fait, non, Ibrahima. Le Sénégal a joué avec ce système-là, je me rappelle très bien, contre la Gambie en ouverture de la CAN, ils ont gagné 3-0, net et sans bavure. Il n'y avait pas de problème. Le problème, ce n'est pas le système. Moi, à mon avis, on est en train de faire un faux débat sur le système. Si Nicolas Jackson marque son but et qu'on gagne, non, c'est pas pour faire une fixation sur lui, mais je veux dire, non, mais c'est vrai. Mais si on est honnête avec... est devenu l'ami de Jackson. Non, mais si on est honnête avec nous-mêmes, que ce soit Nicolas Jackson ou même un autre qui aurait raté une occasion, on ne serait pas en train de parler de système. On aurait dit oui, le Sénégal a réussi à s'en sortir malgré le fait que ses titulaires au poste de latéral droit et gauche n'étaient pas là. Si Krépin Diatta et Jacobs étaient là, et qu'avec ça, on joue avec ce système-là. On peut mettre le monde dans une bouteille. Non, là, on parle de la réalité non, des là, faits, je parle de ce qu'on a vu. Non, d'accord, je parle pas de... Je dis juste que, effectivement, le système, on en parle. Mais je trouve que, pour moi, c'est un faux débat. Déjà, je reviens sur la forme. Sadio Mané, je ne sais pas si, en étant à Liverpool, avec un système qui lui déplaît ou qu'il ne trouve pas, cohérent ou efficace, il ne serait jamais permis de le dire devant les médias pour critiquer le système de Jürgen Klopp. Il faut qu'on arrête. Moi, je suis le premier détracteur de Aliou Cissé quand il le faut. Mais là, je trouve que ni sur le fond, ni sur la forme. Ça m'étonnerait qu'il en ait parlé avec Cissé en interne. C'est mon ressenti. Je trouve qu'il a peut-être un peu manqué de tact en parlant de ce système, sincèrement. Après ce système-là, encore une fois, je le dis et je le répète, Nicolas Jackson, il marque ce but-là, qui était un but où il était seul, où on a réussi à le trouver dans la profondeur, avec ses qualités. Ouais.
avec ce même système, on a lancé en profondeur Nicolas Jackson qui allait se retrouver seul face à un gardien. C'était un but tout fait. C'est un joueur qui joue au très très haut niveau, qui joue à Chelsea, il te met le ballon sur le poteau. Ça, c'est la loi du football. Quand tu rates une occasion comme ça, même quand tu es l'Allemagne, quand tu es l'Italie, quand tu es la France, c'est presque rédhibitoire. Tu vas, c'est presque, je veux dire, c'est presque comme si c'est une fatalité. Tu rates une grosse occasion, dans les minutes qui suivent, tu risques d'encaisser un but. C'est ce qui s'est passé. C'est pas à cause du système si on a manqué. Mais le match était laborieux quand même. Le match était laborieux, mais de toute façon, le Sénégal, c'est comme ça. Qu'on joue avec 4 défenseurs ou pas, on a toujours. Non, je veux dire, le Sénégal actuel, même avec les latéraux titulaires, tout à l'heure, on en parlait en off, je ne vois pas le Sénégal mettre 4-5 buts face à n'importe quelle équipe, même au dernier du classement FIFA. Le Sénégal n'a pas on n'a pas de tueur. Dans le groupe, on a 2 joueurs qui ont fait les phases de poule de Ligue des Champions. Ça fait longtemps que le Sénégal, c'est Nampalys Mendy et Chérif Ndiaye. Tout le reste, il n'y a pas dans le groupe des 25 personnes à jouer les phases de poule de Ligue des Champions. Les dernières saisons, on en avait une bonne dizaine. On en avait une bonne dizaine. On n'a pas un attaquant, un joueur qui te met 15 buts en saison régulière. Il n'y en a pas. Même Sadio Mané, il en a mis 13 en Arabie Saoudite. Sadio Mané qui te mettait 20 buts en Première Ligue, il n'en a mis que 13 avec Al Nassr en championnat saoudien. Chérif Ndiaye te met 11 buts. Mais en fait, il est où? Ce n'est pas un problème de système. Si on a des buteurs, si on a des tueurs, si on a un Nicolas Jackson qui justifie son statut, qui te met ce but-là, sincèrement, on aurait eu un autre débat aujourd'hui. On ne parlerait pas du système. On aurait dit oui. Mais parce qu'en fait, il devait mettre Formose Mendy latéral droit et Mikhail Gourfey à gauche, ou alors Abdou Diallo à gauche. Ça n'aurait pas donné. On aurait dit, mais oui, pourquoi avoir mis des joueurs qui ne sont pas des latéraux? Formose Mendy ne peut pas déborder. On l'a vu quand il est rentré. Ouais. Quand il est rentré contre la Mauritanie, il était sur le côté droit. Au lieu de centrer, il a tergiversé. Non, on n'a pas de latéraux, on n'a pas de joueurs. En fait, le problème pour moi, c'est qu'on est en train d'avoir un manque criard d'effectifs, en fait, en ce moment. On n'a plus ce n'est plus le Sénégal d'il y a 5 ans ou de 4 ans où on avait Edouard Mendy, où on avait des joueurs qui marquaient des buts, Sadio Mané qui était dans la fleur de l'âge. On n'en a pas. On n'a pas de buteur. On n'a pas de buteur, c'est ça le problème. On ne manque pas de latéraux, Alassane. Moi, je me dis, le problème, quel est le latéral? Mais il n'y a pas de latéraux dans ce groupe. On a Cheikh Tidiane Sidibé en Tanzanie, on a Mamadou Sané à Chypre. Il y a Souleymane Basse, dans le championnat local aussi, on a des latéraux. Sané, il y a de très très bons latéraux. Il a choisi vous de connaissez pas Aliou Cissé sélectionner des mieux que latéraux. moi, autant ou mieux que moi. Vous pensez qu'Aliou Cissé va amener Cheikh Tidiane Sidibé pour le titulariser contre la RD Congo? Pourquoi pas? Mais il a ramené Chérif Ndiaye, qui est le meilleur buteur sénégalais, en tout cas qui joue, il n'a pas fait jouer. Il n'a pas fait jouer. Pourtant, on avait besoin d'un neuf. Il a préféré faire jouer. On sait que Cissé, il aime faire jouer ses valeurs sûres. Ouais. Il ne prend pas de risques. Sinon, c'est Mikhail Ngorfay, il aurait joué. Il n'a pas joué. Pourquoi quelqu'un qui joue au Barça, il n'a pas fait jouer, il va faire venir Cheikh Tidiane Sidibé pour le faire jouer? Non. Pape Alassane a parlé tout à l'heure du système lors de la CAN. Il a fait une comparaison disant que c'est le même système. On avait battu la Gambie 3-0. Mais réellement, est-ce que c'est le même cas de figure qu'à la CAN? Mais je partage son avis, c'est le même système. Mais le souci, c'est les hommes. Un système que vous mettez en place, si vous êtes entraîneur, quelle que soit votre qualité ou votre rang, ça dépend des hommes que vous avez sous la main. Mais il n'a pas les hommes pour jouer. Non, à la CAN, il avait les hommes pour jouer dans un 3-5-2. Parce qu'il avait Sabali qui était blessé, qui revenait de blessure. Mais il avait Ismaël Jacobs, il avait Crépin Diatta qui, à Monaco, joue ce rôle-là. C'est des arrières latéraux qui sont capables d'évoluer un peu plus en hauteur et de prendre les couloirs. Mais sur ce regroupement-là, ces joueurs sont blessés. L'un a pris sa retraite, Sabali. Les 2 autres, l'un est suspendu, l'autre est absent. Il n'a pas trouvé les joueurs, ces pistons-là, qu'il aurait pu convoquer pour venir renforcer son groupe. Et depuis mars, il savait qu'il allait vers ces 2 matchs-là, sans les joueurs essentiels qui allaient être ces pistons-là. Malheureusement, il n'a pas trouvé la bonne solution. Et il a voulu rester dans un système où l'animation demande d'avoir des joueurs très vifs, capables de jouer, de se replier rapidement dans son rôle de piston, il a été bon ou pas? Je trouve qu'il a été bon, Habib Diarra. Mais ce n'est pas son poste de prédilection. Pour moi, il n'a pas été bon. Mais il a fait jouer comme la RDC au bout de 60 minutes. Je suis d'accord, il a terminé le match sur les retours après. Mais on n'a pas besoin. Ismaël Sarr non plus n'est pas un piston. Non, je suis d'accord. Avec le groupe actuel qu'on a, peu importe qui on aurait mis en piston ou en latéral, il n'aurait pas été à son poste. Nous sommes d'accord. Formose n'est pas latéral droit. Abdou Diallo n'est pas latéral gauche de formation. Mikhail Ngorfay non plus. Ndarkate non plus. Donc il était obligé Mais Alassane, si on en arrive à une situation où le Sénégal, qui est la 2e nation africaine au classement de la FIFA, a des problèmes
de joueurs, alors qu'on nous dit qu'il y a 500 ou 700 joueurs sénégalais à travers le monde. À tous les postes, on peut trouver de très bons joueurs. On arrive à une situation où on est en train de se morfondre, à la limite de pleurnicher, parce qu'on a des problèmes derrière latéraux. Des deux couloirs, on n'a personne. On se dit quel est le travail, quelle est la continuité dans le travail qui est en train de se faire dans nos différentes sélections nationales. Moi, c'est la question que je me pose. Si les jeunes qui sont champions d'Afrique avec les U20 ou le CHAN ne sont pas capables d'être promus dans une équipe première du Sénégal, au moment où les titulaires ne sont pas là, au moment où on est obligé de prendre des défenseurs centraux, de mettre 5 ou 6 défenseurs centraux dans le terrain pour jouer au football, c'est qu'on a un problème de continuité, d'organisation du football sénégalais. Il ne les a pas appelés. Donc pour moi, ce n'est pas la peine de revenir sur des joueurs qu'on n'a pas appelés. Je me dis en l'état, avec le groupe de 25, il n'y a pas de base, il n'y a pas de Sidibé. Un entraîneur, il s'adapte à la matière qu'il a. Et la matière, c'est les joueurs. S'il n'a pas des pistons capables d'évoluer dans un 3-5-2, de produire l'animation dont on a besoin pour faire le jeu et pour marquer des buts, mais on joue avec ses certitudes et on met des choses en place moins compliquées. Habib Diarra, on l'a à la limite sacrifié, on l'a fait jouer dans un registre. C'est vrai qu'il l'a fait en club, il a dépanné. Mais ce n'est pas ça. Habib Diarra, ce qu'il peut apporter à l'équipe du Sénégal au milieu de terrain, en tant que piston, il ne peut pas le faire. On gâche à la limite quelque chose. Parce que l'idéal, c'est de faire jouer. Mais on a déjà un peu de matériel au milieu de terrain. On a Pape Matar Sarr, on a Lamine Camara, on a Gana Gueye. On a parlé du cas d'Ismaïla Sarr. Pourquoi ne pas dépanner? Mais moi, ceux qui critiquent le système, donc ils auraient préféré qu'on joue à 4 défenseurs, n'est-ce pas? 4 défenseurs centraux, 4 défenseurs à plat, avec 2 latéraux, avec 2 défenseurs centraux. Mais qui? Avec qui? Avec qui le problème du qui va se poser parce qu'il n'a pas pris des latéraux. C'est le choix des hommes. Moi, je pense que tout système que met en place un entraîneur dépend des hommes dont il dispose. La dernière fois, il y a 15 jours, je l'ai dit ici, je vous ai dit ici que Guardiola, il joue avec 40 défenseurs centraux et City est une équipe extrêmement offensive. Guardiola qui joue arrière. Vous avez même l'équipe de France qui joue arrière droit en France. Actuellement. Jules Koundé, il n'est pas défenseur central. Donc, quand on convoque un Formose Mendy, on sait qu'il ne peut pas aller dans l'axe parce que là-bas, il y a déjà embouteillage. Il ne serait même pas le remplaçant du remplaçant dans l'axe. Quand vous ne mettez pas Abdou Diallo et Koulibaly, c'est Ablaye Seck, c'est Niakhaté qui sont il est le 5e ou 6e choix. Dans ce cas-là, il n'a rien à faire en équipe nationale s'il n'est pas capable de dépanner comme arrière. Parce que c'est le seul poste où il est capable de jouer dans cette équipe-là. Tout autre poste où vous le mettez, il n'a pas sa place. Donc, qu'est-ce qu'il fait dans un groupe? Même si on met un groupe de 30 joueurs, il n'a plus sa place dans cette sélection-là. On convoque des joueurs qui n'ont absolument rien à apporter dans une équipe nationale. Pendant ce temps, on laisse des jeunes joueurs qui peuvent venir faire leur apprentissage. Moi, j'aurais préféré qu'Aliou Cissé me mette une défense à 4, qu'il me mette un Amara Diouf sur le côté. De l'autre côté, il me met Ismaïla Sarr et qu'on tente de jouer quelque chose avec des joueurs créatifs. Moi, j'ai envie de te demander qui tu mets. Il me met Formose Mendy de latéral droit. Je préfère qu'il me mette Mikhaïlou en position de latéral et qu'il mette devant eux il demande à des Amara Diouf ou à des... Comment il s'appelle encore? Ismaïla Sarr de jouer offensivement et d'apporter quelque chose à cette équipe-là. Malheureusement, on a un entraîneur qui, vous l'avez dit, il préfère s'appuyer sur ses certitudes. Et cette frilosité-là fait que cette équipe du Sénégal a du mal à faire peur. C'est une équipe qui, même le Sénégal a toujours eu des problèmes en défense avec les latéraux. Omar Daf, il était arrière droit, on le faisait jouer à gauche. Sabali, il est bon à droite, on le faisait souvent jouer à gauche. Parce qu'on a toujours des problèmes d'arrière latéraux dans ce pays-là. Donc, ce n'est pas la faute du sélectionneur. C'est la faute. On n'a pas de réservoir en latéral gauche. D'accord, mais on a toujours su trouver les ressources pour combler ce vide-là. Mais en ce moment, on n'a pas les ressources. Et quand vous n'avez pas les ressources dont vous avez besoin pour faire ce que vous voulez faire de mieux, vous colmatez avec des hommes qui seront capables d'entrer dans un système où il y a au moins un minimum de certitude. Cette équipe du Sénégal-là, vous la voyez jouer. La dernière fois, moi, contre le Congo, tu as l'impression qu'on peut jouer 90 minutes 3 fois et on ne mettra pas plus qu'un but. Et même le but qu'on met, mais c'est juste un éclair de génie. Une passe venue d'ailleurs de Pape Matar Sarr. Et tout le monde sait que Habib Diallo, il est bon dans la surface. Mais combien de centres Ismaïla Sarr a fait? 0 centre contre la RDC. 0. Combien Habib Diallo, c'est le seul qui, en première mi-temps, apportait de la vitesse, de la percussion, qui prenait le ballon, qui rentrait. On a dit ici que les anciens n'avaient plus leur place dans cette équipe-là. Et après le match, qu'est-ce qu'on nous dit? Sans Gana Gueye, peut-être qu'on serait avec 0 points sur ces 2 matchs. Il y a une contradiction. On est dans un pays où on aime poser des débats.
inutile alors qu'on connaît la solution. On sait comment jouer. On a des joueurs. Ce pays-là, bon, je suis désolé, mais ce pays ne manque pas de jeunes joueurs capables de venir s'imposer. À eux maintenant de prendre les responsabilités et de jouer. Parce que quand l'arbitre donne le coup d'envoi, l'entraîneur il est sur son banc, il ne peut plus rien faire sur le terrain. C'est aux joueurs de prouver. Mais on a vu des joueurs, vous avez parlé du cas de Jackson. Moi, si j'étais à la place d'Aliou Cissé, Sénégal-Mauritanie, Jackson, il reste sur le banc pendant 90 minutes, il ne rentre pas. Vous n'avez pas le droit de faire perdre des points à votre équipe nationale dans ces conditions-là. Il faut punir les joueurs pour que la prochaine fois, quand on les met sur le terrain, ils aient au moins un peu de sens de la responsabilité. Parce qu'on a vu, moi, ce qui me désole, ce n'est pas qu'ils ratent ces occasions de but. C'est qu'ils se permettent, dans un match comme ça, il passe à côté de son match, il se chamaille avec ses propres partenaires. Vous n'avez pas vu la séquence où, après sa blessure, il est en train de se chamailler avec Koulibaly et Gana. Si Gana et Koulibaly lui partent, il doit se taire et se replacer. Point barre. On ne lui demande rien d'autre. Il est arrivé là hier, il n'a pas rien prouvé. Ces jours-là ont fait leur preuve. Donc, il faudrait que chaque jour, il gagnerait à être un peu plus humble sur le terrain et à être plus efficace. Ce qu'on lui demande, c'est de nous marquer des buts. Et malheureusement, à 2 ou 3 reprises, Jackson, il est là depuis combien d'années? Ça fait que bientôt il boucle, on a boucle la deuxième. On nous parle de depuis la dernière Coupe du Monde. Donc je pense que il est à 12 ou 13 fin 2022. Il est autour de 13 matchs en sélection. Ouais. Tout ce qu'il a fait, c'est taper sur le poteau, une seule fois. Thierno Dramé, est-ce que ce système-là est compatible avec les profils des joueurs sénégalais? Moi, je pense que non. Je l'ai toujours dit. Si moi, je n'ai des critiques, c'est à cause de ça. C'est ça. Moi, je n'ai jamais cru Le débat, au il est là-bas. 3-5-2. Et puis même, je peux comprendre que vous mettiez en place, je ne sais pas moi, pour une finale, une demi-finale, face à l'Algérie, face à des équipes comme de plus gros calibre, vous mettez une défense à 3 parce que vous voulez blinder d'abord derrière. Mais un match de football, les systèmes sont mis en place pour gagner les matchs. Si vous mettez un système juste pour ne pas encaisser de but et que derrière vous n'en marquez pas, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Parce que contre la Mauritanie, on joue avec une défense à 3 ou à 5. C'est la Mauritanie. C'est la Mauritanie. C'est une défense à 5. Bah, mais non, en situation défensive, on se retrouve même quasiment avec 8 défenseurs, quasiment. En situation de défense. Parce que tu as 5 défenseurs, tu as les 3 milieux de terrain, et même peut-être un attaquant qui va venir défendre pour fermer les couloirs. Donc quasiment tu te retrouves avec 8 défenseurs. Mais le système, la qualité, le profil des joueurs sénégalais, pour moi, on doit mettre en place un système ultra offensif. Parce qu'on a la qualité, on a les joueurs, je ne dis pas marquer, mais au moins pour nous créer 4, 5, 6 situations de but dans un match. Après maintenant, les marquer, ça c'est autre chose. Mais on a les qualités, on a des joueurs qui sont capables de percuter, qui sont capables d'éliminer, d'entrer dans la surface. Mais on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que l'impression qu'on donne, c'est que c'est une équipe sénégalaise frileuse qui a peur d'encaisser. Et quand on a peur d'encaisser, on encaisse forcément. Parce que l'adversaire, maintenant, il lit ça sur votre visage, dans votre comportement, dans votre façon de jouer. L'entraîneur, il sait que cette équipe-là a peur de jouer. Ibrahim l'a dit lors du match contre la RDC. Lorsque Fiston est entré, il a dit attention à ce joueur. Parce que le gars, il voit que cette équipe du Sénégal a peur de sortir. Lui, il est en train de voir le match lui filer entre les mains, mais il met un attaquant de plus. C'est ça, du coaching. Et le gars, il entre, il a une occasion, il le met. Il a une bonne lecture du jeu. C'est ça. Mais nous, on joue avec un système qui fait qu'on recule. Parce que ce qu'il y a, et en plus, parce qu'Aaron l'a dit, ce n'étaient pas les mêmes hommes, ce n'était pas la même configuration. Le système qu'on a joué à la CAN, qui était la pièce maîtresse? C'est Pape Gueye. Pape Gueye était une sorte de piston, mais dans l'axe. Voilà. Il entre en situation offensive, il apporte ce surplus. En situation défensive, il revient, se replace. Il était là, on ne l'a pas fait jouer. Question, pourquoi? Ensuite, il vous manquait votre atout. Il a une petite blessure. Maintenant, il vous a manqué aussi votre atout principal sur le plan offensif, Sadio Mané. Donc, forcément, la configuration, elle change. Et moi, je dis, ce qu'on a fait et qui nous a valu satisfaction, c'est le 4-3 qui nous a permis d'être champion d'Afrique. On n'a pas changé la moitié de l'équipe. Pourquoi changer un système qui vous a sacré champion d'Afrique? Parce qu'il y avait, à l'époque, il y avait Salou 6, il y avait 2 latéraux de métier de très haut niveau. Sabali n'a pas joué la CAN, il est blessé. Non, d'accord, oui, mais il y avait, comment dire, il y avait Bounassar. En tout cas, il y avait des latéraux de métier. Maintenant, posons-nous la question. Est-ce que, depuis qu'on regarde le football, moi, je suis encore très jeune, pas très, mais je regarde le foot depuis 86. C'est la première fois que je vois un entraîneur sélectionner 26 joueurs
pas 23, pas 18, mais 26 joueurs sans prendre au moins 2 latéraux. On a eu des problèmes de latéraux, mais surtout sur le côté gauche. Mais côté droit, on n'a jamais eu de problème. Et à ce jour, aujourd'hui, on est quand même champion d'Afrique chez les U17, champion d'Afrique chez les U20, champion d'Afrique avec l'équipe nationale locale. Ce n'était pas avec des défenseurs centraux transformés latéraux. Mais ces gens qui ont gagné ces trophées-là, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là, ils jouent. Souleymane Basse, on en a parlé, il joue à Valenciennes. Lui, on ne peut pas dire qu'il n'a pas l'expérience. Il a joué toute la saison. Vous prenez Mamadou Sidibé, Mamadou Sané. Il a été bon, il a même été sélectionné une fois. Noah Fadiga, Noah Fadiga, Sidibé, pourquoi on tout ne ça, l'appelle c'est pas? des profils. Il s'est trompé, pour moi, il s'est trompé déjà dès le départ, au moment de faire sa liste des 26. C'est là où il a commis la première erreur, c'est de ne pas prendre les latéraux. Parce qu'on ne peut pas dire, quand bien même il n'y aurait pas de bons latéraux en Europe ou ailleurs, mais au Sénégal, il y en a. On joue un championnat avec 14 équipes, qui ont dans chaque équipe, il y a au moins 4 latéraux. Il peut en prendre 2. Les latéraux de Tenguet, ils sont très bons. Ceux de Djaraf non plus. Ceux de Djaraf aussi, je veux dire. Et les jeter dans un match éliminatoire de Coupe du Monde pour leur baptême du feu. Mais anyway, on joue. Mais de d'autres toute entraîneurs l'ont façon, fait ici par l'essentiel, le c'est de passé. les mettre dans les conditions. Un entraîneur avec un bon discours. Tu vois ce que les Mauritaniens ont fait? Je suis sûr que vous prenez, vous sélectionnez quelques joueurs dans le championnat, vous les mettez dans ce match-là, ils font beaucoup mieux que ces gens-là. Mais après, il faut leur donner la confiance. Il faut avoir confiance en ces gens-là. Il faut avoir confiance en le projet sénégalais. Il ne l'a pas fait. Et je trouve que c'est malheureux. Maintenant, il a fait des choix. Tu as dit l'occasion de Nicolas Jackson, même s'il l'avait marqué, on savait tous que ce match-là, dans le contenu, ce n'était pas bon. On avait la possession, mais elle était stérile. Vous allez en Mauritanie, s'il n'y avait pas eu mais un on bon n'aurait pas parlé Edouard de Mendy... système. On n'aurait pas parlé de système, je pense Mais pas. ça revient au même. Parce que de toute façon, le système, c'est le principe de base. Voilà comment moi je vois le match, voilà comment je veux le jouer. Après, maintenant, l'animation, c'est autre chose. Mais, pour moi, on met en place un système pour gagner un match, pas pour ne pas encaisser. Et je le dis encore une fois, l'analyse, elle est tronquée peut-être. Parce que s'il avait eu de vrais latéraux, peut-être qu'on aurait d'autres perspectives d'analyse. Mais ce qui est constant, c'est qu'on gagne contre la Mauritanie en concédant énormément d'occasions, malgré le nombre de défenseurs qu'on a mis en place, parce que derrière, on n'a pas maîtrisé le match. C'est ça le problème du Sénégal. Aujourd'hui, après la CAN en 2022, normalement, ma conviction est que chaque équipe qui doit jouer avec le Sénégal ou contre le Sénégal devait perdre son sommeil. Parce que aujourd'hui, c'est l'inverse. Les gens sont très motivés à l'idée du jeu contre le Sénégal. Et nous, l'impression qu'on donne, c'est qu'on a peur. On passe notre temps à trembler. On a même entendu des gens dire dans le stade contre la RDC, mais les cardiaques devaient s'abstenir de mettre les pieds dans ce stade-là. Si nous, on doit dire qu'on doit aller à la Coupe du Monde 2026, et qu'à chaque fois qu'on rencontre la RDC ou la Mauritanie, ce n'est pas le Maroc, ce n'est pas l'Égypte, ce n'est pas l'Algérie. Donc, si on rencontre... Il n'y a pas de petites équipes, ça on le reconnaît. Mais quand même, ce n'est pas des équipes qui doivent nous faire peur. Si on joue la peur au ventre contre ces sélections-là, c'est qu'on n'a rien à faire à la Coupe du Monde dans ce cas de figure-là. Moi, je suis d'accord. d'accord. Désolé, mais il y a un problème. Et si on ne pose pas ce problème-là... Je ne sais pas si on parle de la même chose. Je ne sais pas si tu veux me relancer. Mais on joue contre la Mauritanie. En fait, vous êtes chaud, allez-y. Oui, mais en fait, là, moi, je suis d'accord avec vous. De base, il aurait peut-être dû sélectionner des latéraux. Maintenant, moi, je réagis sur la sortie de Sadio Mané. Sadio Mané n'a pas dit ça parce qu'il n'a pas sélectionné de latéraux. Il a dit que le système ne convient pas. C'est ça le... Mais ça ne marche pas. Mais il a même dit, si les joueurs n'adhèrent pas au système... depuis quelques matchs. Donc, bien avant même qu'il y ait des problèmes... quelques matchs, c'est depuis la bien avant que Jacobs ne face à la Côte d'Ivoire, par exemple, tout le monde a vu comment notre milieu de terrain a été ballotté par les Ivoiriens. Ça maintenant... Mais Alsan, est-ce que vous pensez que si les joueurs, les cadres... C'est l'équipe cassée à deux. Dans votre lecture d'analyse. Ça, c'est la faute de Cissé. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais moi, je reviens... je réponds à la sortie de Sadio Mané contextuellement par rapport à cette double, enfin, en fait, à cette fenêtre-là où il n'y avait pas de latéraux, où on a joué contre la RDC. Mais moi, je te pose une question très simple. Est-ce que c'est normal de concevoir sans latéraux? Nos latéraux, comment? Est-ce que c'est concevable de convoquer 26 joueurs sans prendre de latéraux de métier? Non, je suis d'accord. Ah ben voilà. Ça c'est un débat. Mais non, moi je parle une fois que la liste est sortie. Une fois que moi, je m'attendais à ça. Une fois qu'il a donné cette liste-là, je savais très bien qu'on allait jouer avec une défense à 3. On l'a même dit. Ouais. Ça ne peut pas, on ne va pas réinventer. Il ne peut pas jouer avec des latéraux qui ne sont pas des latéraux de métier. Mais malgré ça, malgré le fait que le Sénégal n'ait pas sélectionné de latéraux, on était capable de battre la RDC si on avait été réaliste. Et donc, pour moi...
Non, sur l'ensemble des 90 minutes, tu ne peux pas dire qu'on était Mais plus on a une fort. balle de 2 à 0. On a On une ne balle de méritait 2 pas de à gagner. 0. On Mais a eux une balle aussi, de 2. déjà, on se Et- posait et- la et- question. en plus. Est-ce que sur le but des Congolais, il y avait hors-jeu? Là, déjà, il y a question parce qu'apparemment, il semble que le ralenti n'est pas passé. Ça, c'est la première chose. Ensuite, mais en deuxième période, à un moment donné, on a dû faire le dos rond. Parce qu'eux aussi se sont créés des occasions. Oui, mais Donc, après, même quand on tu joue ne à peux pas 4 défenseurs, dire, pour moi, le match nul, il est très équitable. Le match nul, il est très Pour moi, équitable. le fond du problème, il se situe à un autre niveau. Quand Sadio Mane pose ce débat-là, c'est qu'il y a un problème d'adhésion au schéma tactique que met l'entraîneur par rapport à ses propres joueurs ou ses cadres, les cadres de son équipe, n'adhèrent pas à son projet de jeu. Et un entraîneur ne peut pas faire de performance s'il n'a pas l'adhésion de ses joueurs. Quel que soit le schéma qu'il va mettre, si les joueurs estiment qu'ils ne sont pas bien dans ce schéma tactique-là, ils ne s'en sortiront pas. Et on l'a constaté sur les deux matchs. Particulièrement, on l'a constaté sur les deux matchs, particulièrement contre la Mauritanie. À un moment donné, on a été en souffrance. Oui, mais ça, le Sénégal est En toujours en souffrance. les Le 15 Sénégal, dernières même à minutes, 4 défenseurs les avec 15 des dernières latéraux, on minutes, souffre. Donc, c'est pas nouveau. moi, le c'est pas tout Congo, le temps. contre C'est le pas Congo, les nouveau, 15 c'est dernières nouveau. minutes, j'ai eu l'impression de revoir le Sénégal-Côte d'Ivoire. Une équipe du Sénégal complètement recouverte. Koulibaly était obligé de... Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Aliou Cissé, il a fait des changements en fin de match. Et c'est ça aussi, c'est pas peut-être totalement sa faute, c'est les joueurs qu'il met. Il sort Gana Gueye, il met Pape Gueye et il met Pathé Ciss. Pathé Ciss, pourquoi? Pour apporter un impact physique. Parce que quelque part, on estimait que Gana était fatigué. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je pense... Je termine juste par là. Au match retour, Gana a terminé le match. À Dakar, il est sorti. Après un quart d'heure à peu près de la fin. Pathé Ciss est entré. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a perdu une balle. On a passé notre temps à trembler derrière et Koulibaly colmaté. Et sur le but qu'on prend, Koulibaly a un problème de positionnement parce que tout simplement, les milieux de terrain comme Gana ou Kouyaté ou Pape Gueye qui revenaient toujours se mettre devant la défense pour accompagner l'axe central n'étaient pas là. Et c'est Pathé Ciss qui devait être là. Pathé Ciss était, si vous revoyez les images, vous verrez que Pathé Ciss et Pape Gueye étaient complètement largués. Ils étaient à une quinzaine de mètres des attaquants congolais. Et à partir de ce moment-là, mais votre schéma tactique explose. Et je pense que c'est ce genre de problème-là que pose Sadio Mane. Parce qu'on n'a pas les joueurs pour jouer dans un schéma de 3-5-2 pour ce type de match-là. Parce que là, il faut jouer en fonction aussi de l'adversaire. Et mettre les joueurs à l'aise. Pape Alassane, un système, c'est des hommes, c'est des choix, c'est toute une assimilation. Est-ce que vous pensez que les joueurs sénégalais maîtrisent bien ce que Aliou Cissé leur propose avec ce 3-5-2? Mais un joueur professionnel, tu es censé maîtriser plusieurs systèmes quand même. Parce que c'est un système qui demande du temps. De préparation. Oui, mais d'accord. En une semaine, c'est difficile pour les joueurs d'avoir des Il avait repères. expérimenté ça avant la CAN, dans les matchs préparatoires avant la CAN. Mais on a joué Parce que comme ça quand vous faites contre jouer, la Gambie, le premier match qu'on joue à la CAN, quand vous faites jouer Ismaïla Sarr comme piston, avec tout le travail défensif que ça demande. Comme piston à la CAN 2022. Quand il est revenu de blessure contre le Burkina, il est rentré, il était sur le côté droit, il était piston. Non, il était plutôt excentré. Non, il était excentré. Oui, mais un piston, il est excentré. Qui était là. Oui, mais piston, tu fais... On a joué avec 4 défenseurs. Oui, on a joué avec 4 oui, mais d'accord, oui. À la CAN, on était plus dans le 4-2-3-1, 4-3-3 ou 4-4. C'est là où vous êtes obligé de jouer en même temps latéral et oui, mais ce que je veux dire, c'est que Ismaïla Sarr, dans l'absolu, c'est un extrême très droit, mais il est capable de faire l'effort. Il revenait tout le temps défendre, il revenait aider son latéral droit. Il venait les aider. il n'apporte rien. Oui, mais d'accord. D'accord, laissez-moi terminer. Ce que je veux dire. Il n'y a pas eu de centre venu d'Ismaïla. Oui, mais d'accord. C'est pas celui de 2024. Oui, mais les gars, on reproche tout le temps au Sénégal d'être prévisible. Donc vous voulez qu'on ait un système 4-3-3, qu'on joue que comme ça. Mais tant qu'on il n'y a pas plus plus facile pour être prévisible. Mais il faut savoir changer de système. Toutes les équipes s'adaptent en fonction de l'effectif ou pas. On ne peut pas jouer à 4-3-3 tout le temps. Quand tu mets notre score... Si ça nous réussit. Comment? Pourquoi pas si ça nous réussit? Oui, mais le problème, c'est que là, en l'état Tierno, on n'avait pas de latéraux, encore une fois, les gars. C'est ça que je veux dire. Ça, c'est pas notre faute, malheureusement. Voilà, c'est pas notre faute, mais c'est pas la faute non plus de Cissé. C'est lui qui fait les jeux. Oui, non, mais on n'a pas de latéraux de très haut niveau. On n'a pas de latéraux de haut niveau. Sincèrement, on n'a pas de latéraux pour aller gagner un match de qualification de Coupe du Monde contre la RDC, qui est demi-finaliste de Coupe d'Afrique. Les gars, on ne joue pas contre n'importe qui. Ça, c'est un. Et tu m'as relancé sur le système. Mais on a commencé comme ça à la CAN, encore une fois. Le premier match contre la Gambie, on a joué avec 3 défenseurs centraux, avec Abdou Diallo, avec Niakate et avec Koulibaly. Mais avec 2 bons pistons.
Oui, Deux vrais Crépin pistons. et Jacobs. voilà. Crépin le jouait déjà en Belgique mais là, tu me avant rejoins. d'aller le faire Oui, mais là, tu me à rejoins. l'AS Donc là, le Monaco. problème, c'est que si on avait nos deux pistons-là, qui, malheureusement, c'est pas encore une fois la faute de Cissé, si Crépin est suspendu et que Jacobs est blessé, s'il y avait eu ces deux-là, ben, on aurait joué avec les mêmes 3 défenseurs centraux, avec ces 2 pistons qui sont peut-être plus à même de jouer piston, et on allait gagner le match là. On n'allait pas parler du système. Mais quand ils ne sont pas là, est-ce que Mais là, c'est encore pire. c'est logique de reproduire oui, mais le le même contexte système? actuel, il demande encore plus de jouer à 3, parce qu'on n'a pas de latéraux. Parce qu'encore une fois, vous, les deux, m'ont suggéré de jouer avec Formose Mendy et Michael Ngor-Faye, ce qui est impensable. Vous le savez très bien que Non, c'est moi, impensable. c'est pas ce que Non, j'ai c'est dit. pas- c'est pas Moi, ça. j'ai Mais dit, si, vous m'avez dit l'erreur que dès le avec départ, Formose Mendy. l'erreur dès le départ, c'est de n'avoir pas convoqué des latéraux. Non, mais j'ai dit, De moi, ne j'ai pas dit, convoquer moi, quel latéraux j'ai parlé de... Souleymane Oh là, Basse déjà. Souleymane Basse et Oui. certes, Cheikh Non, Sidibé. moi, quand je donne- Souleymane Basse est champion d'Afrique. Alors, quand Il je était donne capitaine de l'exemple- l'équipe des quand je U20. donne l'exemple de Pourquoi Formose, pas? c'est par Non, mais rapport à Gara. en fait, moi, je me base sur le fait qu'on connaisse Aliou Cissé, les gars, quand même. On le connaît. Il a pris un Chérif Ndiaye qui joue à un meilleur niveau que les latéraux dont vous me parlez, qui ne l'a même pas donné un minimum de temps de jeu. Il a joué 15 minutes à Nouakchott, en étant... le temps additionnel Il à a marqué Diamniadio. plus de buts qu'Habib Diallo. Mais parce qu'on sait qu'Aliou Cissé, il joue avec des certitudes. Il ne prend jamais de risques. Encore moins dans un match à qualification en Coupe du Monde. Vous voulez faire venir des U20. Là, pour le coup, il a pris un risque et ça a failli Ouais. lui coûter cher. Hein. Ouais, là, de le faire Sénégal- jouer un système qui Maintenant, le pose Sénégal problème. est deuxième puisque le Moi, Soudan je trouve a que c'est battu injuste. hier le Soudan du Sud. On se retrouve dans une Oui, moi je trouve que c'est injuste situation assez délicate. qu'on impute cette Non, moi, contre-performance. en tout cas, Laisse-moi, je s'il n'ai- te plaît. je- On je- impute cette on n'est pas- contre-performance on à Cissé, au On système n'impute pas à plutôt Cissé. qu'on manque Si des joueurs, de... Ismaël Sarr, il est passé à côté contre la RDC. Comment Il ça marque un but, mais moi, de mon point de vue, il a fait un très mauvais match. Ismaël Sarr. Moi, je ne peux pas concevoir qu'Ismaël Sarr reste sur le terrain, joue ce genre de match-là pendant quasiment 90 minutes et qu'il n'y ait pas un seul centre d'Ismaël Sarr. Ah, mais on lui a fait jouer piston. C'est un problème parce que son talent ne doit pas souffrir. Quand Sadio Mané n'est pas là, souvent on dit c'est à Ismaël Sarr de prendre les choses en main, d'être le patron de cette équipe au niveau offensif. Mais malheureusement, Ismaël Sarr, il joue contre la RDC. Et la RDC, les arrières latéraux de la RDC, là, ce n'est pas ceux du Maroc, hein, ce n'est pas Hakimi qui est en face de lui. Aruna, en fait, ce que je veux Et dire, il c'est qu'on n'arrive est en pas à train faire un de... seul Non, mais centre. Aruna, Et ensuite, non, mais s'il vous plaît, ça, je non, ne mais le laisse-moi reproche pas à terminer. Aliou Cissé. Aliou Cissé ne peut pas être responsable. Oui, Quand voilà. Pathé Ciss rentre à 10-15 minutes de la fin, qu'il n'arrive même pas à faire un bon contrôle tout le temps qu'il est sur le... qu'il ne sorte pas un seul ballon, qu'il n'arrive même pas à couper les contre congolais. Ça, on ne peut pas l'imputer à Aliou Cissé. C'est la carence de nos joueurs parce qu'il faut qu'on se dise les choses. On veut faire la promotion des nouveaux et des jeunes. Mais je suis désolé, Pathé Ciss n'arrive pas encore au niveau d'un Gana Gueye ou Kouyaté. On a tendance à vieillir des joueurs, à penser qu'ils n'ont plus leur place dans cette équipe-là. Et quand ils ne sont pas là, on souffre. Et ces joueurs qu'on veut promouvoir, parfois par des coups médiatiques, pour dire qu'ils sont à la hauteur de l'équipe nationale, ils n'ont pas encore le talent ni les capacités de faire mieux que ce qu'ils sont censés Ce que remplacer. je veux dire, c'est qu'on est en train d'éluder le vrai problème pour moi de l'équipe Et c'est nationale quoi du le Sénégal. problème? C'est pas le système. C'est qu'on n'a pas de tueur. Tant qu'on n'aura pas, on n'a pas de neuf, de renard de surface qui te marque une demi-occasion. C'est ça dont on a besoin. Mais Un on a- Fiston on- Mayele, on en a un. on n'en a pas. Et c'est ça le problème. Tant qu'on ne formera pas des attaquants qui marquent. Mais les autres Encore une ont fois, des je l'ai dit lions, en début, nous, on n'a on pas en un chat. attaquant qui a mis 15 Comme buts. disait On n'a Mourinho, pas on un va à la attaquant- chasse à part avec son Nicolas chat. Jackson, bien sûr, Ouais, qui a mais marqué. c'est le même, chat. même ça, moi, je relativise. Tu sais pourquoi? Un attaquant, il faut le mettre en situation de marquer. Mais si les ballons n'arrivent pas, parce que Habib Diallo sur le match contre la... Nicolas Jackson, on l'a pas mis en situation de marquer. Nicolas Jackson, on l'a pas mis. J'y arrive. C'est-à-dire que Habib Diallo, il a eu une occasion, il l'a mise. Parce que le ballon est arrivé dans la surface, dans sa zone de confort. Là où il Mais est le si meilleur. derrière, pendant 80 minutes, il n'y a pas de centre, il n'y a pas de passe en profondeur, il n'y a rien de tout ça, vous ne pouvez pas mettre votre Il y a- attaquant en sur première orbite. mi-temps, il y a Et que ça, deux c'est le centres. problème de nos joueurs. Contre la Maintenant, RDC, on n'a eu que 2 centres en oui, première mi-temps. maintenant, ce Un qui de est Habib valable... Diarra pour- effectivement, ce qui est valable pour, si Pape Matar était capable de faire ce genre de centre 2 ou 3 fois dans le match, Habib Diallo peut-être aurait eu plus d'occasions. Nicolas Jackson, dont Mais tu ça, parles, c'est on l'a à mis parler. dans- Il a on l'a été mis passeur dans- décisif avec son rôle de piston gauche. Il était au Oui, mais milieu. il était plutôt avancé Il était aussi. milieu. C'est-à-dire que c'est pas... Il il est était même pas un milieu piston, il était au milieu de terrain. côté gauche. De toute façon, moi, ce que je dis, en tout cas, pour répondre à ton interrogation par rapport au fait qu'on n'a pas de tueur, je dis encore une fois, les attaquants, s'ils n'ont pas d'occasion, ils ne marquent pas. Même quand Tu ils sais en ont, ils pourquoi marquent on pas. critique Même quand ils en souvent... ont, ils marquent pas. Pourquoi on critique souvent Nicolas Jackson? C'est par rapport au nombre d'occasions qu'il se crée dans un match. Oui. Après, Contre le le Togo, ratio, on avait beaucoup d'occasions. on peut le juger on fait faible match nul. ou... Contre le Togo, on a ou- fait match nul. Pourtant, il y avait des occasions. Oui. Donc, ce n'était pas un problème de D'accord, nos attaquants. c'est on a vrai, des on peut finitions, ça, c'est toujours un en- constat. c'est vrai, mais dans l'absolu,
pour constater même ces problèmes, il faut que les ballons arrivent dans la surface de réparation. Mais si les ballons n'arrivent pas, si les attaquants ne sont pas mis sur orbite, même on quand ne peut ça pas. arrive. D'accord, On devait battre le Soudan combien? Combien on devait battre le Soudan du Sud? Combien? Mais après, tu me parles du Soudan. Là aussi, Ouais, c'est mais pas un même cours de pour le guerre. Soudan du Sud, C'est pas- c'est on pas- aurait dû c'est mettre pas- 6-7-0, on n'a Vous gagné que touchez 4-0. du doigt un problème sérieux. Je pense qu'on va même consacrer un thème à ça, le manque de finition de nos attaquants en général. Ça, c'est un problème bien sénégalais. Le débat est très intéressant, chers amis, mais on va devoir passer au second thème dans un court instant. Le second thème du Club des Sports porte sur l'Euro 2024 qui démarre ce vendredi en Allemagne. C'est une compétition qui va durer un mois, du 14 juin au 14 juillet. Et la RTS va vous proposer 12 matchs, 6 matchs de poule, 2 huitièmes de finale, 2 quarts de finale, une demi-finale et la finale. Avec les chroniqueurs du Club des Sports, on va revenir sur les enjeux de cette compétition, les favoris et tout. La compétition se joue en Allemagne donc. Harouna Dème, on sait que vous êtes un grand fan du football allemand. Naturellement, c'est l'Allemagne qui sera votre grande favorite dans cette compétition. Mais je vais vous étonner pour vous dire que pour moi, l'Allemagne ne sera pas la grande favorite. Elle aura la chance du pays hôte, parce que toujours quand vous jouez à domicile, vous avez un peu plus de prédisposition pour éventuellement gagner. Mais l'Allemagne a quand même connu ces 2 dernières, voire ces 4 dernières années, beaucoup de difficultés. Là, ils ont un nouvel entraîneur, Nagelsmann, qui vient mettre en place de nouvelles choses. Leurs joueurs reviennent. Un bon groupe, hein? Un bon groupe, mais quand même pas suffisamment étoffé. S'ils sont allés sortir Kroos de sa retraite internationale, c'est parce qu'il y avait un problème. L'Allemagne a eu beaucoup de difficultés sur la dernière année lors des matchs amicaux. Ils n'avaient presque plus gagné. Ils ont recommencé à gagner au mois de mars. Et c'est des équipes parfois qui n'avaient jamais battu l'Allemagne, qui sont venues même en Allemagne s'imposer là-bas. Donc pour moi, ce n'est pas le grand favori de la compétition. Je les considérais peut-être dans le second groupe des favoris, parce qu'ils jouent à domicile, parce qu'ils ont des joueurs qui peuvent un peu être stimulés par l'enjeu de la compétition en étant devant leur public. Mais surtout parce que c'est des Allemands, c'est des compétiteurs, c'est de très grands compétiteurs qui sont capables de se sublimer. Et je pense que c'est plus ça qu'on attend d'eux, qu'ils se subliment pour peut-être aller au bout. Parce que quand ils ne sont pas attendus parfois, ils y arrivent. Mais vous vous souvenez qu'en 2018, l'Allemagne est passée à côté de sa Coupe du Monde. En 2022, même chose. Ils n'ont pas été à la hauteur. À l'Euro, le dernier Euro que l'Italie gagne, l'Allemagne n'était pas aussi... Donc ça fait 6 ans que l'Allemagne est dans les difficultés. On espère pour tous les supporters allemands, pour nous autres qui aimons cette équipe d'Allemagne, parce que moi, en dehors du Sénégal quand même, c'est une équipe que j'aime bien. Je pense qu'ils ont des chances, mais il y a d'autres équipes plus armées, mieux outillées. Maintenant, c'est une compétition un peu bizarre comme la Coupe d'Afrique. C'est des équipes qu'on n'attend pas souvent qui viennent gagner. On l'a constaté avec l'Italie. On l'a vu en 2004 avec la Grèce, que personne n'attendait. Même en 2016 avec le Portugal. Le Portugal en 2016 qui bat... l'un des 4 meilleurs troisièmes. Voilà, ils sont sortis des barrages. Ils sont sortis des barrages et ils ont battu la France en finale. L'Italie, à l'Euro 2020, personne n'attendait l'Italie et c'est l'Italie qui est championne en titre. Donc je pense qu'il y a quand même des chances pour que d'autres pays aussi viennent créer la surprise. Moi, je mettrais une pièce peut-être sur l'Angleterre. Moi, je pense que sur le plan effectif et sur le plan qualité à tous les postes, c'est l'équipe qui, avec le Portugal, cette saison me semble, sur cet Euro-là en tout cas, l'une des plus utiles. Le Portugal, ils sont très solides. Ils ont des joueurs qui jouent tous titulaires dans de grands clubs, que ce soit à City, à Manchester ou ailleurs. Le Portugal, c'est l'équipe qui est là, avec l'Angleterre, ils ont les plus gros effectifs. Les joueurs les plus performants du moment, on les retrouve dans ces sélections-là. Il y a des équipes qu'on n'attend pas et qui souvent arrivent à tirer leur épingle du jeu, comme la Croatie, qui sait toujours répondre présente. L'Italie, on en parle, mais pour moi, l'Italie, bon, cette année, ça va être un peu plus difficile parce que la dernière fois, c'était un peu la surprise. Il y a la France qui est toujours bien placée pour toujours être au bout, surtout qu'ils ont quand même des joueurs
très expérimentés. Et je pense que c'est ça malgré qui leur fait. jeunesse, Ouais, il y a des jeunes joueurs, mais très expérimentés. Je pense que ça peut aussi le faire pour la France. L'Espagne, qu'on a tendance souvent à oublier, même si l'Espagne n'est plus l'Espagne qu'on a connue par le passé, c'est une équipe aussi assez compétitive qui peut peut-être créer quelque chose. Donc, France, Allemagne, Italie, Espagne, Portugal. Le vainqueur sortira peut-être de ce lot de 6 équipes-là. Ouais. Thierno, vos grands favoris pour l'Euro 2024? Bon, je me rapproche un peu d'Arona. Parce que pour l'Italie, par exemple, l'Italie, j'ai toujours dit que c'est une équipe qui est capable du meilleur comme du pire. Imprévisible. Ils sont tellement imprévisibles, les Italiens. Voilà, quand ils doivent se qualifier à la Coupe du Monde, à la maison, ils se font battre. Ils viennent à l'Euro, comme ils n'étaient même pas outsiders, ils finissent par gagner. Donc, c'est une équipe qui peut aussi, parce que l'Italie, quand même, ce n'est pas une petite nation, c'est un grand d'Europe et du monde. Après, ils ont traversé le désert, c'est ça. Mais je ne les vois pas faire le back-to-back. Ça me paraît très compliqué parce que ce que ça demande sur le plan talent, aujourd'hui, l'Italie ne l'a pas. Parce que lors du dernier Euro, ils ont plus compté sur les latéraux, sur la défense. Tu es toujours sur les défense, voilà, extrêmement latéraux. C'est ça qui leur avait permis. Ces défenseurs qui constituaient cette base-là, ils ne sont plus là. Voilà, les Chiellini et tout, ils sont tous arrêtés. Donc, quand on parle de défense à 3, l'exemple le plus parfait, c'est les Italiens. Donc pour moi, cette année, ce ne sera pas l'Italie. Après, l'Angleterre, je ne sais pas, c'est l'équipe qui aime bien nous décevoir, en fait. Parce que l'Angleterre vient souvent avec de très, très bons joueurs. C'est comme un peu les Pays-Bas. Hein. On peut citer aussi les Pays-Bas qui, en termes de pratique, de football, de système, et même de joueurs, viennent avec souvent de très, très bons joueurs. Mais en fin de compte, ils finissent toujours par décevoir. L'Angleterre n'a jamais gagné l'Euro. L'Angleterre n'a jamais gagné l'Euro. Elle s'en est approchée la dernière fois. Elle est arrivée en finale contre l'Italie, malheureusement. Avec toutes les générations que ce pays a eues. Elle perd. Et je ne suis pas sûr que cette année aussi, ça m'étonnerait. Je serais étonné de voir... Ils ont perdu récemment contre l'Islande en match amical. Et puis, il y a une mini-crise au sein de l'équipe d'Angleterre parce que la non-sélection de Jack Grealish a quand même fait beaucoup parler au sein de l'équipe. Il y a des joueurs qui n'ont pas compris. Encore quand même, Maddison, ça se comprend. Parce que, mais c'est Rashford, sûr que il ne fait pas une bonne fin de saison. Ouais, c'est Grealish Rashford, je pense qu'il est, mais c'est Grealish qui a cristallisé un peu les attentions. Donc, c'est ça, un joueur de son niveau, de ce qu'il est capable d'apporter. D'autant plus que lors des matchs amicaux, il a plutôt été bon. Et même passeur décisif. Donc, c'est une mini-crise. Bon, je suppose qu'ils sont assez professionnels pour passer vite à autre chose et essayer de jouer. Mais je mettrai quand même une pièce sur la France. Je ne suis pas très supporter de l'équipe de France, mais en termes de qualité. Parce que vous prenez les 18 joueurs, pas les 23, mais prenez 18 joueurs de l'équipe de France, vous avez des titulaires partout. Ouais. Et c'est des joueurs très compétitifs. Certains sont allés au bout de la compétition, certains en Ligue des Champions, certains sont champions, d'ailleurs, avec le Real Madrid. Et c'est de très bons joueurs. Certains sont à la fleur de l'âge. Mbappé, par exemple, qui dit que le même groupe que la Coupe du Monde. Exactement. Mbappé, par exemple, dit que la grosse tache noire de sa carrière, c'est l'Euro passé. Là, il a envie vraiment de gagner l'Euro avec l'équipe de France. Il a 0 but en carrière en Euro. Et aujourd'hui, voilà, on sait ce que représente Mbappé au plan footballistique. Mais au-delà de Mbappé, c'est tout ce qu'il y a en match amicaux, contre l'Allemagne notamment, où c'était vraiment un match pour se jauger. Ils ont perdu. Mais en général, quand la France perd ce genre de match-là, derrière, ils ont tendance à se rebuffer. Et moi, je trouve que... Alors moi, j'ai un pressentiment cette année concernant la Belgique. En fait, la Belgique, c'est souvent une équipe qu'on attend parce qu'ils ont eu une génération dorée depuis les 2014 avec les De Bruyne, Eden Hazard, Lukaku, tout ça. Chaque année, notamment en 2018, où ils étaient arrivés en Coupe du Monde comme étant presque les favoris. Très belle équipe. On se rappelait de leur quart de finale contre le Brésil, où ils les avaient exterminés. Donc on pensait même que cette année-là, ça allait être la bonne. Mais comme par hasard, cette année, on les attend moins. On les attend moins, mais c'est pour ça que je pense que ça va leur faire du bien. Ce sera un mal pour un bien, parce qu'on ne parle pas beaucoup de la Belgique. Mais ils ont un front offensif, mais c'est de très très bonne qualité. Avec De Bruyne, qui est en fait le nouveau sélectionneur, Domenico Tedesco. Il a construit une équipe autour de De Bruyne. Cette fois-ci, c'est De Bruyne vraiment la star. Il a changé. Avant, on jouait avec 3 défenseurs pour revenir avec Roberto Martinez. Mais là, il a mis une défense à 4, 4-2-3-1, pour justement
mettre en lumière son meilleur joueur. C'est la star de cette équipe. De Bruyne, donc, qui est en numéro 10 derrière Lukaku, avec à gauche Doku qui a fait une très belle saison avec City. Et Leandro Trossard avec Arsenal, ou même Johan Bakayoko. Ils ont vraiment même Onana au milieu de terrain, avec Mangala. Ils ont vraiment... Bon, après, le petit talon d'Achille, ça va être la défense, parce que ils sont un peu vieillissants avec Vertonghen qui est quand même au-delà de 35 ans ou 35 ans. C'est peut-être là, on va dire, où ils sont un peu, surtout qu'ils n'ont pas sélectionné Courtois, qui est l'un des meilleurs gardiens du monde. Mais je pense qu'avec tout ça, parce qu'il y a un problème au sein de l'effectif entre lui, il avait un peu boudé le fait qu'ils aient choisi Lukaku comme étant capitaine, ça ne l'avait pas plu. C'est pour ça que Tedesco l'avait... Comment on peut se passer des services de Courtois? Mais Courtois. ça peut justement... souder l'équipe. Ça peut souder l'équipe, parce qu'on sait qu'il y a un problème, il y a une rivalité entre Courtois et De Bruyne. Parce que Courtois a pris l'ex-copine de Bruyne, ils se sont mariés. Donc, et là, maintenant, c'est De Bruyne le capitaine. Ça, c'est le carnet rose. Et Courtois. Non, mais je veux dire que quand... les problèmes extrasportifs ont miné le groupe à un moment donné. Et l'entraîneur a tranché en excluant un des meilleurs. Oui, mais après, pourquoi je pense que ça peut souder le groupe? Parce qu'il y a eu un autre problème ensuite avec un autre leader du groupe, qui est Lukaku, à qui on avait confié le brassard et qui n'avait pas plu à Courtois. Et pourtant, Lukaku, c'est le meilleur buteur de la sélection de l'histoire de la Belgique. Donc, si avec tout ça, il a boudé et tout, s'il est écarté, et que tu as De Bruyne et tu as Lukaku qui sont les cadres, qui vont vouloir montrer que malgré le fait qu'il n'y ait pas Courtois, ils peuvent aller loin. Moi, je pense qu'attention. Et puis, en fait, il a fait un mix avec et puis, son la génération est un très dorée. bon gardien aussi. Hein. Oui, il y a Mats Sels, il y a Köstil, le gardien de Wolfsburg, qui est très très bon aussi. Donc, mais il y a un vrai mix entre la génération dorée, avec les Lukaku, Witsel, De Bruyne, avec les jeunes, Doku, Onana, Woodface, Arthur Théat de Red. Donc, attention, je pense qu'il y a un bon groupe. Je pense qu'ils peuvent faire la surprise, d'autant plus que Tedesco, il est invaincu avec la Belgique depuis qu'il a pris... C'était presque le cas avec Martinez aussi. Oui, Martinez, ils sont là, intenables, tout à l'heure, il parlait de l'Allemagne qui se faisait battre à domicile. Pour son premier match amical, il est allé avec la Belgique battre l'Allemagne à domicile, 3-2. Donc, moi, je pense que vous misez sur les Diables Rouges. Oui, sur les Diables Rouges. Je pense qu'ils ont de la matière. Ils ont un bon matériel pour aller créer la surprise. On a beaucoup parlé des favoris. Maintenant, on va mettre en lumière les outsiders capables d'aller titiller ces grandes robes-là dans cette compétition. Bien, tout à l'heure, j'ai donné une liste de 6. Moi, parmi les têtes pour les outsiders, je parlerai un peu du Danemark. Je pense quand même que c'est une équipe qui n'est pas attendue, qui a un effectif qui n'est pas très en forme pour certains, mais c'est des joueurs quand même qui sortent de nulle part, qui peuvent créer des surprises. Il y a d'autres sélections, les pays d'Europe de l'Est, la Roumanie par exemple, qui a des joueurs que personne ne connaît, mais qui jouent tous, la moitié de leur effectif vient d'Italie. Donc ça peut être une bonne source d'inspiration pour peut-être faire quelque chose. Il y a la Slovénie aussi. Moi, je pense quand même qu'ils ont un bon effectif. À part ces 3 ou 4-là, je ne vois pas les autres. Parce que les favoris pour moi, c'est les 6 gros-là. Je pense que le vainqueur sortira. Mais tu ne te mouilles pas trop. 6, c'est beaucoup quand même. Non, mais si je dis 6, c'est parce que, en fait, pour moi, il n'y a pas un favori qui se dégage. Une équipe, vous avez parlé de la Belgique, mais moi, dans mes 6, il n'y a pas la Belgique. La Belgique est outsider de mon point de vue. Je mériterais plus le Portugal, qui me semble avoir un effectif plus cohérent, des joueurs qui ont l'expérience. Certainement la DER de Cristiano Ronaldo, de Pep aussi qui est dans le groupe. Martinez qui a déjà fait l'Euro, donc qui a l'expérience, qui connaît un peu la compétition. C'est pourquoi je mettrais plutôt la Belgique dans le lot des outsiders. Personne n'a parlé de l'Espagne J'ai parlé des 6 et j'ai mis l'Espagne dedans. J'ai dit que s'il y a pour moi la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, le Portugal. Et le 6e, c'était la Croatie. Et si tu permets, dans mon argumentaire, j'ai oublié de placer quelque chose que je voulais dire. Pourquoi je crois en la Belgique? Parce que pour moi, en fait, le meilleur joueur du monde depuis 3 ans, 4 ans, c'est Kevin De Bruyne. On ne le dit pas. Moi, je trouve qu'il est vraiment sous-coté. Mais est-ce qu'un seul joueur peut, à ce niveau-là, mais en fait, je veux dire, pour moi, le meilleur joueur, ce n'est ni Mbappé, ce n'est ni Vinicius. Pour moi, on lui a volé le ballon d'or l'année dernière.
il termine 4e, alors qu'il fait le triplé avec City, il gagne la Ligue des Champions. Et il était énorme pendant toute cette campagne. Pour moi, c'est un joueur dont on ne parle pas beaucoup, mais pour moi, c'est le joueur qui m'impressionne le plus dans le football actuel. Son problème, c'est qu'il est fragile. Son pied droit, mais son logiciel de pensée, les passes qu'il te fait est différent et donc avec son association avec Lukaku, ce sera un peu comme Haaland, parce que Haaland et Lukaku, c'est à peu près les mêmes caractéristiques. Donc c'est pour ça que je pense que ça peut faire mal. Moi vraiment, j'ai un vrai coup de cœur pour De Bruyne. C'est un excellent footballeur. Dans les outsiders, je pense aussi qu'il faut penser un peu à la Pologne. Même s'ils sont quelque part parfois en difficulté. Lewandowski va rater le premier match. Malheureusement pour eux. Et peut-être aussi, disons la Slovénie. Je pense qu'ils ont quand même de très bons joueurs qui jouent dans les grands championnats et qui peuvent... il y a la Hongrie aussi, mais je pense que ça va être difficile pour ces 4 pays-là. Les outsiders, pour moi, c'est le Danemark, la Belgique plutôt. C'est les 2 pays qui, de mon point de vue, peuvent être dans le rôle de la surprise, en quelque sorte. Et vous, Tierno, quels sont les outsiders je vais quand même mettre les Pays-Bas. Ils vont décevoir comme d'habitude. Bon, oui, ils peuvent effectivement décevoir. Mais je trouve que quand même, les Pays-Bas ont toujours été un grand pourvoyeur de talent. Et ils ont de très, très bons joueurs. Et ils sont très cohérents. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'une grande partie de l'équipe joue à domicile. Donc, ils ont il y a cette cohésion, surtout beaucoup de joueurs jouent à l'Ajax ou au PSV Eindhoven. Donc, un joueur comme j'ai oublié. Non. Un attaquant de mémoire. Hein? C'est un attaquant? Oui. Il a joué à Lyon. Depay. Il est très bon en sélection. Très bon. Il est très bon en sélection et ça compte, je pense. Maintenant, pour moi, si je dois vraiment mettre un outsider, ce sera les Pays-Bas. Après, on peut aussi ajouter, il y a une équipe dont on ne parle pas beaucoup. C'est vrai que c'est une équipe qui souffle le chaud, le froid parfois, mais c'est la Turquie. Je trouve qu'ils évoluent bien, ils ont beaucoup progressé, il y a plus de maturité et il y a vraiment cette volonté de s'imposer. Il y a quelques années, ils ont fait tomber, les Turcs ont battu la France. Ils ont battu la France, ils ont été en demi-finale de la Coupe, même si c'était il y a très longtemps et tout. 2002. Mais, avec Arda Güler, le jeune du Real Madrid. Arda Güler. Ils ont de très très bons joueurs. Ils ont de très très bons joueurs. Voilà, après, le problème de la Turquie, c'est le même problème que le Portugal. C'est-à-dire qu'ils sont trop sanguins. C'est-à-dire qu'ils peuvent dominer un match et sur un coup de sang, perdre un joueur qui va sortir sur carton rouge et ça change complètement ils sortent du match complètement. Mais s'ils jouent au football, simplement, c'est une équipe qui peut... Après, c'est outsider, hein, là, ça ne veut pas dire qu'ils vont aller au bout, mais je trouve que c'est une équipe à surveiller quand même. Pablo Hassan, quelle est l'équipe qui peut faire le coup de la Grèce en 2004? La Serbie. La Serbie, ils ont un très très bon contingent offensif. Avec le numéro 9 de la Juventus, Dusan Vlahovic. Il y a aussi Mitrovic d'Al Hilal, qui est un redoutable buteur. Deuxième meilleur buteur de la Serbie. Il y a Dusan Tadic, le capitaine, Milinkovic-Savic. Ils ont vraiment... On ne parle pas beaucoup parce que justement, c'est la Serbie. C'est un grand pays de football, la Serbie, comme tous les pays de sport collectif. C'est un grand pays de sport collectif. Ils sont très bons même au basket, partout au volleyball. Mais moi, vraiment, je les sens cette année un peu plus près pour créer la surprise. Après, quand je dis, c'est vraiment, je les vois peut-être aller en demi, s'arrêter en demi, mais sinon, quand on se base sur leur effectif, si la mayonnaise prend, s'ils arrivent à jouer ensemble, parce que quand même, il y a un pléthore il y a Jovic, également, j'ai oublié de Nikola Jovic, également, que j'ai oublié de citer. Je pense que la Serbie peut créer la surprise. On ne les attendra pas. Et puis, c'est des guerriers. C'est des guerriers. C'est des joueurs très patriotes qui aiment leur pays. On connaît l'ambiance qu'il y a dans le championnat serbe avec le Partizan de Belgrade. C'est des passionnés de foot. Ils sont vraiment... Donc, si vraiment ils arrivent à trouver une cohérence et à faire jouer tous ces gros attaquants-là ensemble, ils peuvent créer la surprise. Là, on va faire un dernier tour de table. Harouna Dème, où se situe l'Euro aujourd'hui sur l'échiquier des compétitions de football dans le monde, en termes de niveau surtout? Je pense que c'est la plus relevée après la Coupe du Monde, la compétition la plus relevée. Même devant la Ligue des Champions?
bon, C'est vrai que en fait, c'est je un parle club. au niveau sélection. Ouais, Si on parle au niveau des équipes nationales, ouais. c'est derrière la Coupe du Monde, quand même, c'est la compétition la plus relevée. Un peu en avance sur la Copa América. Un peu? Oui, un peu. Parce que là-bas, c'est En l'intensité. termes de niveau? En termes de Ouais. niveau, il y a un écart quand même. Il y a un écart. Je suis d'accord. Mais je pense quand même que c'est la deuxième compétition en termes de qualité, de visibilité en fait. Si je parle de visibilité, je parle au niveau impact médiatique. Ouais. Après la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, c'est la compétition la plus regardée. Mais je pense qu'à ce niveau-là, parce que c'est les meilleurs joueurs qu'on retrouve là-bas. Il n'y a que les Africains qui manquent, Et les qui manquent, Sud-Américains. et les Sud-Américains. Et aujourd'hui, on sait que parmi les meilleurs joueurs du monde, la majorité viennent d'Europe, malheureusement pour les autres continents. Tout le monde migre vers l'Europe en quelque sorte, parce qu'ils ont, ils ont l'attrait de cette Ligue des Il y a Champions. beaucoup de Joueurs africains. Beaucoup de joueurs de qualité. Si vous qui voyez viennent les d'Afrique, effectifs, je pense qu'il y a et quasiment d'Amérique du Sud. 100 jours du championnat anglais qui vont participer à l'Euro, près de 100, autour de 96. Pourtant, le championnat de France est représenté par moins d'une cinquantaine de jours. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a des championnats très attractifs où on retrouve les joueurs. Parce que je pense que l'Angleterre qui est en tête, suivi de l'Espagne, de l'Italie et de l'Allemagne en termes d'effectifs. C'est les 4 pays où on retrouve c'est quasiment tous les jours qui vont participer à cette compétition-là. Mais après la Coupe du Monde, ils sont quand même... L'Euro est au second niveau, de mon point de vue, en termes de qualité, en termes d'audience médiatique, mais aussi sur le plan du jeu. Parce que c'est du spectacle, regarder ces matchs de l'Euro. Ça se joue dans des terrains de très bonne qualité, dans de très beaux stades. Et quand on regarde un match de football qui se joue dans cet environnement-là, on a envie de rester devant son petit écran, on a envie d'être là dessus jusqu'au bout. Et souvent, c'est des matchs très engagés où il n'y a pas souvent des calculs et autres, où on se donne à fond en quelque sorte. Malheureusement, parfois aussi, il y a de ces équipes-là qui tactiquement jouent trop sur la tactique. On a donné l'exemple de l'Italie tout à l'heure, où bon, l'ambiance fait défaut, plutôt le spectacle fait défaut tout simplement parce qu'ils sont dans les calculs. C'est peut-être les matchs de l'Italie qui seront. Mais quand vous regardez l'Espagne ou le Portugal jouer, les Pays-Bas ou la France, vous êtes sûr d'avoir un peu de spectacle parce que c'est des équipes qui jouent un beau football et qui jouent pour gagner. Est-ce que tout cela n'est pas lié à l'environnement économique du football européen? Mais c'est ça, en fait, je pense que C'est un tous football les qui a ingrédients beaucoup de qui moyens. tous les ingrédients qui font qu'on apprécie beaucoup les championnats européens se retrouvent justement à l'Euro. Et c'est même sublimé. On joue en Allemagne, où il y a quelques-uns des stades les plus beaux. Il y a quelques-uns des plus beaux stades du monde. Le public le plus bouillant, parce que le public allemand adore le football. C'est le taux de remplissage le plus élevé au monde, derrière le football américain. C'est le championnat allemand qui remplit le plus des stades au monde. Ensuite, de super pelouse, ça est diffusé en HD, et on retrouve les grandes stars du football européen. Donc, c'est vrai, il va manquer les Africains, il va manquer les Sud-Américains qui vont aller jouer leur Copa. Mais aujourd'hui, regardez, même en termes de médiatisation, la Copa se joue quasiment à la même période, mais on n'en parle pas. Personne n'en parle, parce que c'est l'Euro, justement, c'est vraiment toutes les stars que nous regardons en France, en Italie, en Espagne, en Angleterre, partout, se retrouvent là-bas. Et donc, oui, je pense que c'est derrière, après la Coupe du Monde, sur le plan footballistique. C'est peut-être le deuxième événement le plus suivi. Je trouve que le niveau est même plus élevé que la Ligue des Champions. Parce qu'en Ligue des Champions, d'abord, c'est des clubs, mais il y a une sélection naturelle au départ. Et ensuite, après, ce sont les meilleurs qui se retrouvent. Donc, vraiment, pour moi, c'est une très belle compétition à suivre. J'espère qu'on va se régaler. Et je suis sûr qu'on va se régaler. Ouais. En termes de passion, d'adversité, c'est une impression personnelle. Hein. Je crois que les Euros des années 90 étaient beaucoup plus passionnants que les compétitions de Coupe d'Europe des temps modernes. Est-ce que c'est votre avis? Oui, je suis un peu d'accord avec toi, mais je pense qu'un peu... Je ne sais pas si je suis nostalgique ou non, mais tu as raison, je suis d'accord, parce que quand tu impression. vois un peu l'Euro 96, avec le sacre de l'Allemagne, avec une très belle génération des joueurs anglais où il y avait Southgate, il y avait de très bons joueurs, on s'attendait... Mais en fait, il y avait plus de charme. Ouais. C'est le mot, en fait. C'est peut-être... Parce que quand on reste sur l'Euro 2020, avec Covid, les stades étaient vides, bon, on est un peu resté sur notre fin.
Mais bon, on a eu quand même de bons euros. L'Euro 2000, c'était pas mal. 2000, c'était pas mal. L'Euro 2000 était vraiment Il y bien. avait beaucoup plus d'engagement. Et la passion dont il parle, c'est surtout l'intensité qu'on constatait. Et la rivalité entre... Parce qu'à l'époque, il y avait moins d'équipes et il y avait... On jouait en Euro à 16. Mais quand il y avait un France-Allemagne ou un France-Espagne ou un Allemagne-Angleterre, mais la tension était à son summum. Mais pour revenir sur l'Euro, en fait, l'Euro, vous avez tous évoqué le fait que c'est l'une des meilleures compétitions. Mais en fait, c'est simple. L'Euro, tu rajoutes l'Argentine, le Brésil, tu les ramènes à l'Euro, tu prends 2 bonnes équipes africaines. Bon, allez, choisis le Sénégal parce que tu es chauvin. Tu mets Sénégal et Maroc. Non, mais franchement, tu mets Sénégal, Maroc, Brésil, Argentine, tu les ramènes à l'Euro, c'est la meilleure compétition du monde. C'est vraiment en termes de qualité. Parce que Coupe du Monde, vraiment, parfois il y a des équipes qui se qualifient parce qu'ils sont dans des zones, je pense à l'Australie ou je ne sais pas. C'est parce qu'en fait, ils sont dans des zones où il n'y a pas d'adversité. Mais une équipe qui se qualifie à l'Euro, mais c'est un véritable chemin de croix, c'est un parcours du combattant. Pour moi, c'est en termes de qualité, pour moi même, c'est au-dessus de la Coupe du Monde, sincèrement. C'est en dessous, à partir des quarts de finale, l'Euro, mais c'est la folie. C'est au mètre carré, c'est que du talent. Donc, c'est vrai qu'il ne manque que le Brésil et l'Argentine parce que ce sont des grosses nations de football et qui ont gagné des Coupes du Monde. Mais à part ces deux-là, tu rajoutes bien sûr un peu pour faire un peu l'Afrique, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Et moi, Voilà. Pour moi, ça peut être une nouvelle compétition. Moi, c'est la compétition, à part la CAN, c'est la compétition que j'attends avec plus d'impatience parce que je suis sûr que je vais me régaler même pendant les phases de poule. Pendant les Coupes du Monde, par exemple, les phases de poule, tu trouves un Brésil qui joue contre le Panama ou parce que tu sais qu'il n'y a pas... Mais à l'Euro, il n'y a pas ça, il n'y a pas cet écart. Il n'y a pas l'écart. Quand tu vois une tête de série et le chapeau 4, ça se joue. Des équipes comme la Roumanie, l'Écosse, ce sont des équipes qui sont chapeau 4. Tu vas voir le match d'ouverture Allemagne-Écosse, tu vas voir que l'Allemagne ne va pas marcher sur l'Écosse. En tout cas, merci Pape Alassane Ndiaye, merci à Arouna Deme, merci à El Hadji Thierno Dramé. Nous arrivons à la fin de ce club des sports. Cochez bien le rendez-vous, c'est après-demain, vendredi, match d'ouverture de l'Euro 2024. Allemagne-Écosse à 19h GMT, prise d'antenne à 18h pour l'avant-match. Ce sera en direct et en exclusivité sur la RTS, en tout cas sur le territoire sénégalais. Merci à toute l'équipe technique. Oumar Ndiaye était à la réalisation. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Passez une excellente fin de soirée en compagnie des programmes de votre télévision nationale.